Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité au Bénin ce vendredi 9 octobre 2020, après la protestation, place au dialogue entre le chef de l'État Patrice Talon et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ainsi que les porte-paroles des enseignants pré-insérés. Principal sujet de discussion, la question des 30 heures hebdomadaires de cours. On en parle dans un instant. On parlera également de cette démarche de la municipalité de Cotonou. Il s'agit de la collecte des besoins des populations en vue de l'élaboration d'un budget participatif. Ce jeudi, c'était le tour des populations du 11e arrondissement de Cotonou d'exprimer leurs attentes pour l'année prochaine. Images et reportages à suivre. À suivre également dans une trentaine de minutes le point de ce geste humanitaire du Rotary Club Cotonou Cocotier. Ses responsables étaient ce jeudi à l'école primaire publique de Tchonvi, c'est dans la commune de Semapodji. Objectif honorer les meilleurs apprenants de cette école. De quelle façon, vous le saurez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le JT 13h sur Canal 3 Bénin. Le face-à-face annoncé a lieu donc ce jeudi au palais de la Marina entre le chef de l'État et les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Principal point en débat, la question des 30 heures hebdomadaires de cours attribués aux enseignants pré-insérés et qui alimente bien entendu la polémique depuis le début de la rentrée scolaire. Les discussions avec le président Patrice Talon ont permis de trouver un terrain d'entente. Par contre, d'autres sujets ont été confiés à la commission de négociation que préside le ministre d'État Abdoulaye Biochane. Voici maintenant le point de la rencontre avec Ouhab Alikbara. C'est un arbitrage qui ne dit pas son nom, mais qui, au finish, soulage les uns et les autres. Patrice Talon et les responsables des centrales et confédérations syndicales, les yeux dans les yeux, abordent ici la question du quota horaire attribué aux enseignants préinsérés. La décision du gouvernement suggérait 30 heures, mais le monde syndical y voyait une maladresse. Il fallait donc trouver le juste milieu et le chef de l'État n'a pas hésité. Nous avons jusque-là, jusqu'à l'année scolaire écoulée, déployé les enseignants disponibles dans la base et un complément a pu être fait chaque fois dans les localités, dans les établissements, à ce que les uns et les autres ont sous la main. De sorte que cette façon de fonctionner compromet totalement l'objectif. C'est à quoi? De sélectionner des gens, d'évaluer des gens, de dire que c'est ceux-là qui ont le minimum requis, à qui on peut compter les enfants dans les diverses disciplines, dans les diverses matières. Et une fois qu'on a fini, qu'on les a déployés, on constate donc qu'il y a encore un trou, et puis après on recrute qui on veut pour compléter ce nombre-là. Alors, déployer donc ce dont nous disposons, les aspirants dont nous disposons pour tenir les classes à l'intérieur du pays et peu partout, si telle est notre exigence, dans quelle mesure cela est possible, dans quelle mesure ce nombre peut être déployé pour satisfaire l'ensemble des heures de cours nécessaires. Si nous avons beaucoup d'enfants dans le pays qui sont à l'école, qui sont scolarisés, et que nous avons peu d'enseignants, on fait quoi? Est-ce qu'on décide que le peu d'enseignants qu'il y a, on essaie de les répartir et leur donner une masse horaire compatible avec les besoins? Ou bien on dit non, nous avons beaucoup d'enfants, nous avons peu d'enseignants, mais certains enfants vont rester sans professeur, sans enseignant. Ou que à certains, nous allons donner, les confier à des enseignants qui n'ont absolument pas le minimum de connaissances nécessaires. Ce serait même un crime contre certains de nos enfants, surtout que ceci s'agit souvent des enfants qui sont dans les localités éloignées des agglomérations. La disponibilité et la flexibilité du président de la République sont perceptibles. Patrice Talon a poursuivi en soulignant les conditions quasi misérabilistes qui sont celles des enseignants préinsérés et dont son gouvernement travaille à améliorer. Les centrales ont donc vu de l'eau à côté de leur vin et avec souplesse, elles se sont accordées avec le gouvernement sur certains détails. Sur le principe de résorber le déficit en enseignant, je crois que nous nous accordons. Sur le principe de faire en sorte que tous les enfants béninois accèdent à l'éducation où qu'ils soient, là aussi il n'y a pas de problème. Et je voudrais dire une fois encore que nous sommes disposés à faire ce travail
pour qu'effectivement, les éléments que nous avons, on puisse les verser à votre équipe et qu'ensemble, on trouve les solutions qui permettent vraiment de juguler la situation. À la date d'aujourd'hui, si on donne les 30 heures, c'est qu'au moins 5000 enseignants à qui vous aviez déjà dit il y a quelques jours qu'ils allaient être reconduits vont perdre les heures qu'ils avaient. On peut faire mieux. Je suis persuadé que cet impact social, vous n'avez pas souhaité qu'il soit de cette qualité-là. Cette inquiétude du secrétaire général Anselme Amoussou effrayait déjà les aspirants. Beaucoup, notamment ceux déployés l'année dernière, s'imaginent à nouveau dans une posture délicate. Mais les assurances du chef de l'État sont ici de nature à calmer les esprits. Ces propos d'ailleurs sont sans ambiguïté. Aucun aspirant déployé précédemment, déployé l'année dernière et figurant effectivement la base de données ne sera laissé sur le carreau. Aucun. Aucun. Tous les aspirants qui ont été évalués quelques années précédemment et qui ont le niveau minimum requis, qui sont dans la base de données, et surtout qui ont été déployés l'année dernière, seront tous reconduits. Autre sujet qui a fait la une des journaux donc ces derniers jours, c'est bien sûr la suspension du Bénin de la liste des pays sûrs d'origine sûre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement ne s'est pas fait prier pour réagir et apporter des clarifications à la faveur du point de presse qu'il anime chaque mercredi juste après le Conseil des ministres. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a évoqué le sujet. Voici donc comment le gouvernement apprécie cette décision. La réaction à chaud, c'est que peut-être que l'OFPRA n'aime pas le rapport qui a été rendu et qui constate les efforts consentis par le gouvernement et par le président de la République en particulier pour la promotion, la consolidation des droits de l'homme dans notre pays. Est-ce que parce que tout va plutôt bien, puisque les droits de l'homme, c'est une quête permanente au Bénin, que l'OFPRA se résout à considérer que notre pays n'était plus sûr ou pas? Ou est-ce le résultat d'une autoflagellation de nos compatriotes qui ne cessent de clamer partout que les libertés sont en recul au Bénin? Nous laisserons le temps au temps, comme ils l'ont fait, en nous mettant un sursis de 12 mois. C'est comme ça que je dis l'événement. Et le Bénin fera la preuve que c'est un état de droit, c'est un état de liberté. C'est un pays sûr, considéré comme tel, par exemple, par le HCR, qui sait que notre pays est ouvert à ceux qui sont en difficulté dans son voisinage immédiat et même un peu plus lointain. On va rester avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, qui, au cours de ce point de presse, a abordé le sujet sur le réaménagement du projet de construction de la route des pêches, phase 2. Le porte-parole du gouvernement rassure en ce qui concerne le lancement des travaux. Ce n'est qu'une question de jours. Suivez. Ce qui est du bitumage et de l'aménagement de la route des pêches phase 2, je crois que nous sommes suffisamment côtoyés pour ne plus avoir d'inquiétude sur les démarrages effectifs des chantiers. Il y a eu un réaménagement de ce projet pour l'optimiser et augmenter sa synergie avec la corniche est de Cotonou et la route de l'Esclave à partir de Ouida. Les travaux seront lancés, c'est une question de jours, probablement dès les premiers jours du mois de novembre, si ce n'est pas plus tôt. Et vous aurez, les populations auront l'occasion de constater qu'il n'y a pas d'annonce sans mise en œuvre des projets du gouvernement. Donc, dans quelques jours, nous verrons le lancement effectif de cette deuxième phase de la route des pêches qui apportera une plus grande plus-value à l'environnement et au projet touristique de notre pays pour cette zone. Et puis ne soyez pas ennuyés par les explications du porte-parole du gouvernement avec la presse béninoise. Alain Orunla a parlé également de la réorganisation du mode de gouvernance des hôpitaux publics après les réformes déjà opérées dans le secteur. Qu'est-ce qui justifie cette décision? Voici la réponse qu'il a apportée aux hommes des médias. Le gouvernement a des objectifs en matière de santé, c'est permettre à tous les Béninois d'être soignés, d'avoir une offre de soins et une offre de soins de qualité.
C'est ce qui a motivé les différentes réformes dont vous avez parlé, que vous avez rappelées. Et pour offrir des soins de qualité, il faut que nous ayons à la tête de nos hôpitaux une administration performante, une administration qui permette d'avoir des prestations de qualité. Autrement dit, ces réformes s'inscrivent également dans la volonté de notre pays de hisser les services publics et le service hospitalier en particulier en l'occurrence à des prestations de qualité. Nous avons expérimenté un mode de gouvernance qui n'a pas convaincu ou qui ne s'est pas considérablement éloigné des dysfonctionnements que nous connaissions naguère. C'est pour cela que le gouvernement a décidé d'aller plus loin dans la réforme en offrant un nouveau mode de gouvernance qui, de manière certaine, impactera le secteur et permettra de répondre à l'objectif fixé, à savoir prendre en charge intégralement les patients béninois et leur offrir les meilleurs soins dans les meilleures conditions. La suite de ce journal avec ces images prises par Rachidi Souperou, comment mobiliser les financements à l'international pour soutenir les acteurs culturels béninois. La question préoccupe la direction du Fonds des arts et de la culture et pour apporter les éléments de réponse à cette question, le directeur général a invité spécialement au Bénin un acteur majeur du domaine. Il s'agit de Francisco d'Almeida, expert des politiques culturelles et expert de l'Organisation internationale de la francophonie à la faveur d'une séance d'échange. Il a partagé son expérience avec les acteurs culturels majeurs du Bénin en leur donnant les clés pour ouvrir les portes des financements internationaux. La séance s'est déroulée ce mercredi à Cotonou. La bonne gouvernance locale impose la contribution de tous pour un développement durable, ce qui passe par l'élaboration d'un budget qui prend en compte les réels besoins des populations à la base. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la municipalité de Cotonou au titre de l'année 2021. Une tournée a été donc initiée pour la collecte des besoins des populations en vue de l'élaboration d'un budget participatif. Ce jeudi, c'était le tour des populations du 11e arrondissement de Cotonou. Le point avec Ashongo Kani Ashongo. Le 11e arrondissement de Cotonou exprime ses besoins dans le cadre de l'élaboration du budget primitif 2021 du Conseil communal. À l'occasion de la séance tenue dans les locaux de cet arrondissement, le premier responsable a saisi l'occasion pour en présenter quelques-uns. Nos populations dans le 11e arrondissement ont besoin d'infrastructures d'assainissement. En saison pluvieuse, presque toutes nos voies sont inondées et impraticables. Nos infrastructures scolaires sont vieillissantes et dans un état de délabrement avancé. Le siège de notre arrondissement mérite une réhabilitation. Monsieur le premier adjoint au maire, mesdames et messieurs, comme vous pouvez en douter, les besoins sont énormes et élastiques. Autant de besoins à prendre en compte dans le cadre du budget exercice 2021. Une collecte de besoins qui feront objet d'études en session du conseil municipal pour être intégrés au budget primitif. L'activité qui nous réunit ce jour a pour objectif principal de procéder à la collecte des besoins en investissement dans le cadre de l'élaboration du budget primitif 2021 et de façon spécifique, il s'agira de faire le point des réalisations en cours par arrondissement, de collecter les besoins des populations par arrondissement, d'hiérarchiser les priorités par arrondissement, d'opérer les choix judicieux des activités structurantes au profit de la population pour le compte du primitif 2021, tout en restant fidèle au contenu de notre PDC, deuxième génération 2018-2022. Innovation au sein des collectivités territoriales, le budget participatif vise à promouvoir les principes de bonne gouvernance locale. Cela rend les dépenses plus transparentes et stimule la participation des citoyens à la prise de décisions relatives aux ressources publiques. Cela participe à l'amélioration des recettes fiscales des collectivités territoriales en réorientant les investissements vers les infrastructures de base.
Dans le reste de l'actualité maintenant, les membres du conseil départemental de concertation et de coordination du Mono étaient en réunion mardi dernier à Lokossa. 2 secteurs essentiels étaient à l'ordre du jour de cette deuxième session de l'année 2020. Il s'agit de l'éducation et la santé communautaire. 2 nouveaux visages ont été découverts à cette rencontre. Geoffroy Messon. 2 nouveaux visages autour de la table du conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du Mono. Il s'agit de ceux des nouveaux maires et adjoints aux maires élus récemment à la tête des communes du département et qui, à l'occasion de cette deuxième session, font leur entrée et premier pas au sein du conseil. Un conseil présidé par le préfet du département et qui s'est tenu dans la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, il est créé autour du préfet 2 instances, notamment la conférence administrative départementale et le conseil départemental de concertation et de coordination. Conformément à l'article 19 de la loi SUS énoncée, le conseil départemental de concertation et de coordination, entendez CDCC, se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an, la première dans la 2e quinzaine du mois de janvier et la seconde dans le mois d'octobre. C'est justement dans ce cadre que se tient la session de ce jour. Cette 2e session du CDCC du Mono, comptant pour l'année 2020, a permis au patron du département d'attirer l'attention des membres des exécutifs communaux ainsi que celle des acteurs des secteurs de l'éducation, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sur leur rôle et responsabilités dans le suivi du système éducatif, puis dans la gestion de la santé communautaire. 2 communications ont d'ailleurs été animées à cet effet. La première a porté sur rôle et responsabilités des élus communaux et locaux dans la gestion de la santé communautaire et la seconde sur suivi du système éducatif par les membres du CDCC. Aujourd'hui, le gouvernement voudrait que, au lieu d'investir pour traiter les maladies, il faut que nous puissions maintenant prévenir les maladies. C'est à cela que nous tendons désormais. Quand on parle de One Health, c'est à cela. Je dois vous dire, messieurs les conseillers, que notre santé est dans notre assiette, ce que nous mangeons. En dehors de ça, notre environnement, si nous ne nous évoluons pas dans un environnement sain, nous allons perdre notre santé. Je dois aussi insister un peu sur le système éducatif. Nous avons un grand rôle à jouer. Nous l'avons dit, cette année, notre département s'est bien illustré. C'est bien. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons maintenir le cap et chercher à aller plus loin. La balle est désormais dans le camp de ces maires et adjoints aux maires des communes du Mono. Ils savent à quoi s'en tenir pour que leur politique de développement à la base s'arrime avec celle du régime de la rupture et du nouveau départ. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le Rotary Club Cotonou-Cocotier est allé honorer les apprenants de l'école primaire publique de Tchonvi, c'est dans la commune de Semepodji. Ce club service a offert de kits scolaires aux écoliers arrivés premiers de leur classe à l'issue de l'année académique 2019-2020 et de matériel didactique pour l'école. Le point avec Nassis Alossé et Moufid Sabouan. En reprenant le chemin des classes le 28 septembre dernier, ces apprenants de l'école primaire publique de Tchonvi étaient peut-être bien loin d'imaginer avoir des fournitures scolaires supplémentaires, mais ces choses faites grâce à l'élan de solidarité du Rotary Club Cotonou-Cocotier. Ce club service leur est venu en aide avec un lot de kits scolaires. Le président du Rotary International, Albert Knack, à travers le thème de l'année, le Rotary ouvre des opportunités, recommande d'établir des partenariats
avec les enseignants pour qu'ils aient accès au matériel pédagogique, de travailler avec les autorités locales pour équiper les écoles en fournitures scolaires. Un engagement honoré ici à Tchonvi, un village enclavé situé dans la commune de Semepoudji. Et dans ce complexe scolaire qui compte 4 groupes pédagogiques, les 3 premiers de chaque classe du cours préparatoire niveau 2 au cours moyen niveau 2 ont reçu chacun un kit composé de sacs, stylos, cahiers, crayons, trousses, manuels d'activité, bref, tout ce qu'il faut pour mieux exécuter les activités académiques. Par ma voix, tous les élèves de Tchonvi vous remercient pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous promettons un bon usage. Nous vous remercions. Tout comme ses meilleurs apprenants, l'établissement aussi s'est vu offrir des matériels didactiques composés essentiellement de manuels. Des manuels remis à chacun des responsables de groupes pédagogiques. Cette action de don de kits scolaires et de matériel didactique ne sera pas la dernière, vu les pages de doléances qui nous ont été adressées par les directeurs de l'école. Une école qui a vu le jour en 1964, un peu après l'indépendance du Dahomey donc. Et en venant ici, le Rotary Club Cotonou-Cocotier a à ses côtés le Rotary Club Agnières-sur-Seine de Paris. Une solidarité dans l'action qui a fait des heureux dont les présents reçus sont exhibés ici avec orgueil et fierté. Et avant de prendre congé de vous, sachez que le groupe Canal Plus apporte encore de nouveaux à ses abonnés. Au cours d'une conférence de presse animée, donc mercredi dernier, il annonce un réaménagement de ses bouquets. En plus, le groupe intègre d'autres chaînes de télévision et de stations radio du Bénin. Précision apportée ici par Asion Mokani. Le groupe Canal Plus réaménage les chaînes de télévision et stations de radio qu'il héberge. Le directeur général de Canal Plus pour le Bénin, Jonathan Lett, l'a expliqué le mercredi 7 octobre lors d'une conférence de presse organisée à Canal Olympia à Cotonou. Selon ses explications, les bouquets ont été revus avec des chaînes et stations qui s'y ajoutent. Concrètement, tout ça, c'est l'avant-garde d'un remaniement de nos formules, puisqu'autrefois, nos abonnés qui étaient sur notre formule Access ne pouvaient pas avoir d'offres sportives et d'offres de sport au travers des chaînes Canal Plus Sport. Et aujourd'hui, nous faisons ce gros changement. La chaîne Canal Plus Sport 1 devient disponible dès le bouquet Access. Et la chaîne Canal Plus Sport 2 devient disponible dès le bouquet Évasion, qui aura aussi, bien sûr, la chaîne Canal Plus Sport 1. Et donc, les abonnés d'Access pourront avoir du sport via Canal Plus Sport 1, les abonnés d'Évasion pourront avoir du sport, du foot via Canal Plus Sport 1, Canal Plus Sport 2. Et si vous voulez avoir les chaînes Canal Plus Sport 3, 4 et 5, il faut vous abonner sur les formules Essentiel Plus ou Évasion Plus. Jonathan Lett a par ailleurs informé que la chaîne béninoise TV Carrefour et la station Golf FM pourront être suivis dès le 16 octobre. Le groupe Canal Plus, toujours dans sa logique d'apporter plus de satisfaction à ses abonnés, leur accorde la semaine généreuse dès le réabonnement. Un avantage réservé aux clients qui font le réabonnement avant la date d'expiration. Qu'est-ce que c'est la semaine généreuse? C'est un bonus offert à tout client qui se réabonne avant sa date d'échéance. Donc le bonus consistait à avoir 7 jours de la formule Évasion Plus ou tout Canal Plus. Ils l'ont demandé pour plusieurs raisons. Ils voulaient voir un programme qui n'était pas forcément sur leur bouquet et le voir en même temps. Donc on a pensé, on répond cet après-midi, en réalité depuis le 15 septembre passé, à cette demande en rendant possible le bonus de 7 jours dès le jour du réabonnement. En plus du réaménagement des bouquets, le groupe Canal Plus propose de nouveaux programmes. Les téléspectateurs pourront suivre des documentaires sur la santé, des émissions sur la prêche et bien d'autres.
Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 9 octobre 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Sakété. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain quand il va sonner 13h. Au revoir.